Nombreuses sont les spéculations concernant la forme de notre planète. Et si la théorie de la Terre plate est reconnue pour sa déconcertante stupidité, ce n'est pas le cas avec sa voisine, la théorie de la Terre creuse. Pour faire simple, la Terre ne serait pas une boule, mais plutôt une forme de sphère épaisse de quelques centaines de kilomètres seulement et qui contient en son centre des mondes inférieurs et inexplorés. Alors, s'ils sont inexplorés, ça dépend de la théorie. Il y en a qui disent que c'est parce qu'on ne les a jamais découverts et parce qu'on n'a pas réussi à monter une expédition et que du coup, jusqu'à preuve du contraire, on n'en sait rien. Et d'autres pensent qu'il s'agit là d'instances internationales qui cachent la vérité aux yeux du monde. Tout dépend de votre niveau de paranoïa, de croyance. Votre niveau de croyance. Mais là où cela devient très intéressant, c'est que la théorie de la Terre creuse a été émise par de nombreux scientifiques. Ils n'ont pas spécialement eu envie de créer un mouvement sectaire, mais simplement se poser des questions sur la forme et surtout sur la nature du centre de la Terre. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Edmond Halley, reconnu aujourd'hui pour la comète dont il porte le nom, bien qu'il ne l'ait jamais découvert. À la fin du XVIIe siècle, il émet l'hypothèse que notre planète n'est épaisse que de quelques centaines de kilomètres et qu'il existerait en dessous plusieurs mondes, plusieurs étages inférieurs, avec leur propre atmosphère, leur propre climat et leur propre pôle magnétique. Cependant, cette élucubration scientifique ne se repose pas que sur du vent ou des affirmations invérifiables. S'il se pose cette question, c'est pour une raison particulière. À l'époque, notre connaissance du magnétisme était encore très limitée, et de nombreuses anomalies perturbaient les boussoles lors des voyages en mer. Halley explique cela par l'existence de pôles magnétiques à l'intérieur de la Terre, dans les mondes inférieurs, ce qui expliquerait les perturbations. Pareil pour les aurores boréales, il explique ça par de la chaleur produite à l'intérieur et qui ressort par les pôles. Ce qui va conduire à penser que le meilleur moyen de se rendre à l'intérieur de la Terre, c'est de passer par une cavité proche des pôles. Cette idée va rester jusque dans le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, où les protagonistes passent par un volcan en Islande. Edmond Halley ne réussira jamais à prouver ces hypothèses. Il a juste pris la théorie de la Terre creuse comme une explication à des phénomènes inexpliqués à l'époque. Ce qui ne sera pas le cas de John Cleves Symes Jr., qui lui ira beaucoup plus loin dans le délire. John était un capitaine de l'armée américaine qui croyait fermement en la théorie de la Terre creuse, mais avec une conception un petit peu différente de celle de Halley. Le 10 avril 1818, il déclare que notre planète est habitée de l'intérieur et que l'on découvrira ses habitants un jour ou l'autre dans le futur. Il décida même d'envoyer sa déclaration à toutes les instances gouvernementales possibles et imaginables, les universités, les écoles, etc. Son prosélytisme finit par payer et il organisa quelques rencontres, quelques conférences pour parler du sujet, ainsi qu'être rejoint par ce qu'il appelait ses disciples. Mais là où Symes surprend le plus, c'est qu'il était persuadé que la Terre possédait une ouverture de plusieurs milliers de kilomètres à chaque pôle. Faut quand même réussir à la sortir sans trembler des genoux et sans passer pour un ridicule celle-là. Mais Symes était tellement convaincu qu'il alla jusqu'à réfléchir à organiser une expédition au pôle pour prouver ses dires. La légende voudrait que le président américain de l'époque, Andrew Jackson, dans les années 1830, fit stopper son projet d'expédition parce que lui pensait personnellement que la Terre était plate. En tout cas, c'est ce que prétend le célèbre livre A Funny Thing Happened on the Way to the White House en 1983. La véracité de cette anecdote n'a cependant jamais été confirmée. Et cela vaut mieux parce que si c'était vrai, ça voudrait dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bien évidemment, Halley et Symes ne sont pas les seuls à avoir théorisé sur la Terre creuse. Mais cette hypothèse permet au moins de poser une question plutôt intéressante. À quoi ressemble le centre de la Terre ? L'idée d'une Terre creuse est un énorme défi pour les lois de la physique, parce qu'il faut qu'un corps céleste puisse être suffisamment rigide pour laisser un gigantesque trou, et que cela tienne pendant des milliers d'années. Des milliers, des millions, voire du coup, depuis la formation du système solaire, des milliards. Sauf que ça n'est pas le cas, parce que ni une planète, ni une lune ne tient par sa rigidité. Elle tient par la force de gravité. Et ça, je l'ai souvent expliqué dans mes vidéos. Alors allez voir ces vidéos. Vite, j'attends. Enfin, restez là. Mais après, voilà.
N'oubliez pas que nous ne sommes pas attirés par le sol. Nous sommes attirés par le centre de la Terre, ce qui est différent. Si on tombe sur le sol, ce qui peut être représenté par un plancher, un trottoir, un sol meuble comme de l'herbe, c'est simplement parce que le sol est un obstacle à notre chemin vers le centre de la Terre. S'il n'y avait pas de sol, on tomberait vers le centre de la Terre. Le sol est littéralement un obstacle vers ce chemin. Ça te fait rire? Tu veux qu'on se batte? La science nous explique aujourd'hui qu'il est strictement impossible que des cavités aussi gigantesques, telles décrites par Edmond Halley, Symes ou les autres partisans de la théorie de la Terre creuse, du XVIIe siècle à nos jours, puissent rester comme ça à l'intérieur de la Terre. Les forces de gravité ont pour conséquence de former une boule pour chaque corps céleste très massif, parce que la boule est la forme la plus simple et la plus logique qui soit. On sait aujourd'hui que le centre de la Terre est principalement composé de fer et de nickel, avec un noyau interne solide et un noyau externe liquide. Si du fer à plus de 6000 degrés peut être solide, ça n'est pas dû à une quelconque sorcellerie. C'est dû à une question de pression. Parce qu'au centre de la Terre, la pression est suffisamment forte pour que la température de fusion du fer dépasse les 7000 degrés. Et comme il ne fait que 6000 degrés à l'intérieur, le fer reste solide. Ce qui n'est pas le cas avec le noyau externe. Le noyau externe, il est liquide, parce que la température de fusion du fer est moins élevée à cette pression. Atteindre le centre de la Terre, ça n'est pas une tâche facile. Disons qu'on met la barre un peu trop haut, enfin, un peu trop bas. En revanche, on peut au moins tenter de percer la croûte terrestre. C'est ce qu'a essayé d'entreprendre l'URSS avec le forage profond de Kola dans la péninsule de Mourmansk, au nord-ouest de la Russie, en 1970. Pendant près de 19 ans, les scientifiques ont creusé le plus profond possible avec des foreuses. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, puisque même si les premiers kilomètres sont assez abordables, bien que difficiles à atteindre, les derniers kilomètres sont une torture pour les machines. Avec des roches extrêmement chaudes de l'ordre de plusieurs centaines de degrés, ainsi qu'une pression extrêmement intense, le forage s'est terminé en 1989 sans jamais avoir atteint son objectif, c'est-à-dire atteindre la limite entre la croûte terrestre et le manteau. L'entrée du forage a d'ailleurs été scellée pour éviter de tomber dans un trou de 12 km. 12. C'est à la fois énorme et ridicule. Dans tous les cas, le site est désormais abandonné depuis 32 ans. Cependant, cet échec se solde par d'intenses recherches géologiques ainsi que des bonnes petites trouvailles, notamment certaines roches vieilles de plusieurs milliards d'années. Si dans un futur lointain on souhaite entreprendre un forage de ce type, il faudra apprendre les erreurs de celui de Kola, ainsi que des machines beaucoup plus performantes. Ne serait-ce que pour atteindre le manteau. En revanche, atteindre le noyau semble être encore de la science-fiction pour un bon paquet de milliers, si ce n'est pas de dizaines de milliers d'années. On pourrait alors se tourner vers les géantes gazeuses, mais c'est une grave erreur, car elles sont principalement composées de métal liquide et de roches fondues en leur centre, avec une pression bien supérieure à celle du centre de la Terre. Le meilleur moyen de connaître la composition de l'intérieur d'un corps céleste massif, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, c'est avec des ondes qui traversent la planète, et ensuite l'estimation de la masse de la Terre. C'est comme ça qu'on en a déduit avec la masse et la densité de la Terre qu'elle était principalement composée de fer. Donc pour répondre à la question, non, on ne peut pas aller au centre de la Terre, et on ne peut pas non plus avoir une planète creuse. Désolé Edmond, parce que sinon tout cela s'effondrerait rapidement à cause de la force de gravitation. En attendant que l'on réussisse à dépasser la fiction, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques au sein de ces espaces infinis. À la prochaine!